Bonjour, amis du Valais. Aujourd'hui, nous allons faire un hommage sérieux à un personnage très important de la Suisse romande, c'est-à-dire Gaspar József Stockalper, un von Sturm même, qui était propriétaire du château Stockalper à Brigue, dont vous avez ici l'image, et qui a été surnommé par le roi Louis XIV, roi du Simplon. C'est donc assez important. Mais avant toute chose, et avant de commencer de tout ça, ce qu'on voudrait dire au sujet de Stockalper, c'est que Stockalper, c'est surtout, par le fait qu'il ouvre la voie du Simplon, c'est surtout un homme qui ouvre des passages. Donc, c'est des passages de toutes sortes, même le passage de la vie à la mort, parce que Stockalper, il était extrêmement humain et en même temps très spirituel, et il s'est intéressé à toutes ces choses, donc il est tout à fait lié au problème du passage. Vous voyez, comme ici, par exemple, ces gens qui sont dans cette bibliothèque qui a été détruite probablement par la guerre, on ne peut pas savoir qui c'est qui a foutu tout ça en l'air, mais vous voyez, il y a encore 3 hommes qui contrôlent, ils voient qu'il y a des livres, ils les regardent, ils s'intéressent, peut-être celui-ci il les feuillette, il les lit, celui-ci va en prendre un, celui-ci regarde la collection, c'est tout à fait étonnant. Vous voyez, on ne passe pas à travers cette vie sans qu'il y ait d'une part des images comme celle-ci pour nous rappeler que finalement il n'y a rien qui tient debout, du jour au lendemain tout peut se casser, et puis aussi le fait que finalement, même si tout est détruit, s'il nous reste un livre, il nous reste aussi le fait de pouvoir passer de notre simple personne à quelque chose de plus compliqué, de plus intéressant. On peut s'ouvrir l'esprit, donc on s'ouvre aussi un passage grâce au livre. Donc, notre personnage ici, Stockalper, lui, il va ouvrir le passage qui va depuis Brigue, ici, à travers le Simplon, jusqu'à Domodossola. Vous voyez, Stockalper, lui, quand il ouvre ce chemin, qui est au début un chemin muletier, eh bien, ça permet de faire le transfert d'énormément de choses depuis 3 axes principaux. Donc lui, il a un axe qui va sur l'Italie, il a un autre axe qui va sur Lyon et qui remonte sur Paris, et enfin, il a un autre axe qui remonte depuis Domodossola, qui rejoint la Suisse, par l'arrière-pays, par Lyon également, mais qui remonte ensuite sur la Bourgogne. Donc, vous voyez, tout ce passage va être très important. Qu'est-ce qui va passer à travers ce passage? Essentiellement le sel, parce que très rapidement, Stockalper sera le maître du sel dans le Valais. Donc, étant maître de cette denrée très importante, et il va s'en occuper très sérieusement. Encore aujourd'hui, vous voyez, ici, Brigue, ici, Domodossola, et vous avez ici ce passage qui va depuis Brigue jusqu'à Gondo, passe ensuite le Simplon et arrive à Domodossola via Iselle. Ceci est une carte qui nous permet de voir que ce chemin muletier a tout été remis en état, de sorte que des randonneurs, encore aujourd'hui, peuvent passer à travers cet endroit. Magnifique. Donc ce chemin muletier existe toujours. Et ici, on voit donc les points qui nous intéressent par rapport à Stockalper, c'est-à-dire naturellement Brigue avec le château qui finalement était utilisé comme un entrepôt, c'est-à-dire qu'il n'avait pas que ça, il avait aussi des mines, il avait découvert dans le Simplon des mines de fer, des mines d'or, il avait aussi tout le trafic de la térébenthine en prélevant cela
sur les aroles. Il prélevait également de la sève de mélèze, qui était un médicament très important pour l'époque où on n'avait quasiment rien. Donc les gens prenaient une petite cuillère de sève de mélèze et ils étaient guéris de beaucoup de maladies. C'était très intéressant. Voilà une autre carte encore qui met ici, parce qu'aujourd'hui on appelle la Via Stockalper, on appelle toujours comme ça la route Stockalper, qui est la route du Simplon. Donc, si vous voulez, on va reprendre les choses depuis le départ. Voyez qu'ici, nous avons les armoiries de Stockalper. Stockalper, ici, il justifie le passage. Voyez? Ici, il justifie les arbres dans les forêts, puisque, comme je viens de vous le dire, c'était extrait la térébenthine et la sève de mélèze. Et ici, il y a cet aigle qui montre qu'en fait, l'aigle, c'est le roi des montagnes. C'est quelque chose un animal symbolique extrêmement fort, et il est couronné par le fait qu'il avait été fait baron et à plusieurs autres fois chevalier. Mais ici, il y a les 3 couronnes. Ces 3 couronnes, eh bien, c'est que Stockalper avait appelé son château de Brigue le château des 3 rois. Mais pas n'importe quel 3 rois. C'était les 3 rois, les 3 mages. Et c'est là où ça devient intéressant. Et c'est là où on comprendra mieux la personnalité de Stockalper. Voyez, ici, voilà une belle représentation d'un tableau avec les rois mages. Ici, vous avez les 3 rois mages, vous avez la Vierge, Jésus, et tout ce qui symbolise la crèche telle qu'on la voit pour Noël. Mais les rois mages, ce n'est pas seulement quelque chose qui fait partie du rituel de la crèche dans l'Église aujourd'hui. Les rois mages, ce n'est pas non plus quelque chose qu'on tire à l'épiphanie dans une galette ou dans une couronne, comme vous voudrez, où on tire les rois, comme on dit. Non, non, ce qu'il y a d'intéressant avec les rois mages, c'est qu'ils sont venus en suivant l'étoile qui les a conduits jusqu'à Jésus. En quelque sorte, comme Stockalper va conduire son chemin à travers le Simplon. Mais après, quand ils sont arrivés et qu'ils ont vu l'enfant Jésus, qu'ils ont été conquis et qu'ils ont vu sa gloire, ils ne sont pas retournés par le chemin par lequel ils étaient venus, parce qu'à ce moment-là, ils se seraient retrouvés à Jérusalem, et là, Hérode les aurait pris, et il les aurait fait avouer de dire où était l'enfant, et du même coup, il aurait été massacré, cet enfant. Moralité de l'affaire, et c'est là où finalement on ne le dit jamais, c'est que les rois mages, pour rentrer, ils ont changé l'itinéraire. Donc ils ont fait en quelque sorte comme si on faisait un cercle, comme si on était des espèces de sorciers, on ne vient pas sur nos pas, on retourne par un autre chemin. Et là, ils sont retournés, ces rois mages, par un autre chemin, et certainement cette histoire avait dû plaire à ce Stockalper. Voilà, cette petite parenthèse avec les rois mages. Voilà Stockalper, qui était en même temps colonel, puisqu'il était le grand chef de Brigue. On lui donnait le titre général de colonel, donc vous voyez, il portait une armure, il avait d'ailleurs aussi toute une petite soldatesque qui était avec lui, une petite armée, qui louait d'ailleurs très cher, soit aux Italiens, soit aux Français, il se débrouillait très très bien avec ça. Voilà Stockalper tel qu'il est représenté, vous voyez, cet homme distingué, et en même temps on voit cette force, cette détermination, parce que c'est un grand entrepreneur. Ici, une autre représentation qui, elle, était déposée à Domodossola, et là on voit aussi ces armoiries, vous voyez, qu'on vous a mis en plus gros, où on revoit de nouveau le passage, les arbres, l'aigle et les 3 couronnes. Ici,
encore plus fort parce qu'on voit vraiment la puissance de l'homme. Voilà, le Stockalper debout, toujours debout, debout, debout. Voilà le château de Stockalper à Brigue, aujourd'hui repris par la mairie, parce que tous les Stockalper ont disparu, ils sont partis avec le temps. Et ici, on voit ce magnifique château qui a été repris par la mairie, la mairie de Brigue, et qui en a fait son centre administratif. Vous pouvez voir la beauté de ces tours. Ces tours sont vraiment très très belles. Ici, vous avez le cloître, voyez, qui sert aussi pour des manifestations, avec la tour surélevée d'une bulbe. Voilà une photo en noir et blanc pour bien vous montrer à quel point l'endroit est en même temps mystérieux, près des montagnes. C'est quand même un endroit où il y a une certaine force. Voilà, au Simplon, la tour Stockalper, telle qu'elle est. Ici, vous la voyez d'une autre manière depuis en bas, où elle est encore plus impressionnante, avec un très beau ciel. Et voici la tour de Gondo, qui a été au début son lieu de stockage aussi, quand les muletiers arrivaient depuis l'Italie, ils déposaient tout ici à Gondo, dans cet énorme espace de stockage, et après ça descendait tranquillement sur Brigue, et ensuite c'était expédié dans toutes les voies dont je vous ai parlé, c'est-à-dire jusqu'à Paris, jusqu'à d'autres endroits, même en Bourgogne, même en Allemagne et partout, parce qu'il était le maître du sel et qu'il contrôlait ça très très bien. Pour vous montrer une autre chose, ici c'est une peinture qui nous montre le canal Stockalper, parce que Stockalper, il avait bien compris que plus on pouvait transporter par bateau, plus vite on irait, puis ça serait finalement moins cher, et puis c'est plus facile à garder que de passer par les routes où on peut être attaqué. Alors vous voyez, ici, c'est son canal qui allait depuis cet endroit du Valais jusqu'au bord du lac, et sur le lac, il partait avec les barques jusqu'à Morges où c'était fortifié, et de là ça pouvait remonter sur Berne, voire aller plus loin, voire aller jusqu'à Genève, parce que Stockalper assurait aussi la poste entre Milan et Genève, c'est vous dire tout ce qu'il était capable d'entreprendre. Comme il avait entrepris toute cette histoire de sel et qu'il était très connu pour tout cela, nous nous retrouvons ici au bord du lac d'Annecy. Il y a là une petite vallée, la vallée de l'Ohonne, et c'est là que lui, il a remis en état une saline que les Français avaient abandonnée, en fait, qui appartenait au duc de Savoie. Il l'a entièrement remise en état et il l'a rendue exploitable, si bien qu'après, le duc de Savoie lui a dit, pour vous récompenser, combien avez-vous dépensé pour toute cette affaire? Il a dit 1500 pistoles. Il dit, je ne peux pas vous donner plus que 1000, mais je vous le donne sous forme de terre. Alors il lui avait donné 6 possibilités, et lui, il a pris la baronnie de Duinck, c'est-à-dire cette jolie petite presqu'île avec des terres qui vont autour, qui est ce joli petit château qui est au milieu du lac, enfin pas au milieu, qui est sur le lac d'Annecy, qui est très souvent admiré et qui est une promenade des Genevois qui vont voir toujours ce château de Douin. Et alors lui était devenu du même coup baron de Douin, de sorte qu'une grande partie de ce qu'on peut savoir de Stockalper, on peut le savoir grâce à l'Institut salésien d'Annecy, où participaient notamment Paul Guichenet et Françoise Vianotti, où on peut lire toute l'histoire détaillée de Stockalper. C'est très intéressant. Voilà. Ici, comme finalement, vous pouvez bien vous imaginer, comme Stockalper, il a fait une très grosse fortune, il a fait beaucoup d'argent en
en entreprenant tout ce qu'il a entrepris, tout ce qu'il avait. Il a fait, naturellement, comme il était en plus le chef de la diète valaisanne et tout, il a eu beaucoup malheureusement beaucoup d'ennemis, et ses ennemis un jour se sont ligués contre lui, mais lui il les a devancés, puis il est parti lui-même en exil, il est parti tout seul, il n'a pas attendu qu'on l'arrête, et puis qu'on lui fasse une petite misère, il a décidé de lui-même de s'en aller, et il est venu là dans ce joli petit palace qui est à Domodossola, le palace Silva. Alors il est venu là, il a séjourné là, voyez, on retrouve encore, ils ont conservé exactement l'endroit où il vivait, voyez, ça c'était sa salle à manger, l'endroit où il recevait les gens, etc. Voyez, son coffre, ces choses, voilà, on a tout laissé dans l'état, même rien touché, c'est magnifique. C'est à l'intérieur de ce petit palais, à l'intérieur de ce petit palais-là, voyez, au centre de Domodossola, sur la place de la République, aussi étanche ça puisse être, eh bien voilà, ça c'est cela. C'est-à-dire que quand il a été en exil et qu'il s'est retrouvé à Domodossola, il a été très brave avec tout le monde. Il a dépensé de l'argent pour les églises, pour tout. Vous voyez, cette petite entrée sur l'église de Varzo, c'est lui qui l'a payé, c'est lui qui l'a fait faire, parce que les Varzesi, c'est-à-dire les gens de Varzo, c'était les meilleurs muletiers de la région, et lui, il engageait ses muletiers pour faire toute la route de Domodossola jusqu'à Gondo, et pour les remercier, il leur a offert ce dais sur l'entrée de leur église. Je terminerai en vous disant que, à part ça, comme je vous ai montré, il a beaucoup construit, il a beaucoup fait, et on peut aussi dire qu'il a fait énormément pour montrer que finalement on pouvait vivre sans se tracasser et faire du commerce et amener de la prospérité partout. Ici, nous vous montrons une carte de l'Allemagne avec la Westphalie. Après 30 ans de guerre, le traité de Westphalie va être le traité qui va apporter la paix et qui va apporter qui va créer l'Europe moderne et tout va changer à partir de ce moment-là, le traité intervenant effectivement sur le fait que dorénavant, la religion, qu'elle soit catholique ou protestante, elle n'intervient plus dans les affaires d'État. Les affaires d'État seront des affaires d'État. Et on commencera à vivre comme des États et de vivre dans des États modernes. Ici, vous avez la carte de la Westphalie en 1648. Le traité de Westphalie, voilà ce qui va provoquer. Vous voyez, ici la Suisse va exister, ici la France, ici l'Espagne, qui est naturellement avec l'Allemagne, puisque ils sont jumelés dans l'Empire romain germanique. Alors voilà, ici l'Angleterre, voilà, et vous voyez, ici la Grèce. Ici, vous voyez que finalement, l'Europe est en train de naître, et il faut aussi mentionner naturellement la Suède, parce qu'elle est très importante, le royaume de Suède, étant le premier avec l'empereur, donc le roi de Suède et l'empereur de l'Empire romain germanique, sont les premiers qui signeront la paix d'Osnabrück, c'est-à-dire le premier document de paix lié au traité de Westphalie. Et puis après, ça sera la paix de Münster qui interviendra aussi, vous voyez, ici je ne vous ai pas montré, mais imaginez-vous que ça va faire exister les Pays-Bas, c'est-à-dire Néderlande. Et alors, vous voyez ici une représentation de la fête qu'ils ont faite après la paix de Münster. Vous avez cette magnifique fête qui a lieu à Amsterdam, parce qu'on a signé ce traité. Ils sont déchargés des Espagnols, ils vont exister, ils vont être des Hollandais, enfin ils vont être des Néerlandais. Et regardez déjà la qualité de cette peinture, les détails et tout, magnifique. Voilà, Osnabrück, la mairie où on a signé la première paix.
Et la mairie, ici, la mairie de Münster, où on a signé la deuxième paix, qui font qu'il y a eu ce traité de Westphalie, qui est quand même très important, et où certainement le Stockalper était connu, et bien connu, parce qu'il avait toujours voyagé dans toute l'Europe, et que, somme toute, il passait en dessus de ces questions religieuses, de guerre ethnique et civile entre catholiques et protestants. Lui-même, il était catholique, il était un très grand catholique, il a payé beaucoup pour l'existence de monastères dans la région de Domodossola et tout ça. Donc, c'est un homme qui est tout à fait admirable, et je félicite les Valaisans d'avoir un grand Valaisan comme celui-ci, et je déplore que quelques jaloux de la diète les fait destituer, parce qu'il avait fait beaucoup pour notre pays. Faut le dire après, toujours pour parler de Paul Guichenet. Paul Guichenet s'est intéressé, donc 200 ans après la paix le Valais était tombé dans un état de pauvreté assez avancé, et les gens étaient obligés d'émigrer. Ils ont émigré, comme l'a fait remarquer Paul Guichenet dans un livre intéressant sur cette migration du Valaisan, d'abord en Algérie, où naturellement ils ont apporté dans la région de Mostaganem tout leur savoir-faire concernant le vin, et dans les régions du Canada et de l'Amérique, et aussi bien sûr en Argentine. Bravo les Valaisans, vous êtes des grands combattants, des grands entrepreneurs. Bravo. D'ailleurs, Stockalper avait des vignes. Il avait des vignes dans la région de Brigue qui donnaient des vins qui étaient absolument extraordinaires parce qu'ils poussaient sur de la pierraille. Et même si c'est moins exposé que d'autres régions de Sion ou voire de Ried ou d'ailleurs, mais surtout ce vin de Stockalper, des Humagne, des vins extrêmement, des dôles, des choses magnifiques qui poussaient dans ces pierrailles, ça c'était vraiment des vins qui méritent aussi toute notre admiration. Je vous dirais bien merci et santé.